L'incalculable corps glitch est la deuxième itération de la première exposition individuelle de Marie-Ève Levasseur au Québec. Initialement présentée à la Galerie d'art Antoine Sirois de l'Université de Sherbrooke, l'exposition rassemble un corpus d'œuvres conçues entre 2019 et 2022, dont une œuvre de réalité virtuelle réalisée dans le cadre d'une résidence à Sporobol. Réunissant un large éventail de médiums et d'approches, allant de l'installation à la vidéo, de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, l'exposition pose un regard empathique sur le corps et sa présence physique, sur sa dimension sensible et sur son potentiel d'émancipation et d'optimisation à travers la lentille technologique. Le travail de Marie-Ève Levasseur porte sur l'intimité, les interactions, les écosystèmes et la perception du langage et des images à travers les écrans. Et il se nourrit de science-fiction féministe, notamment des écrits de Donna Haraway et de Rosie Braidotti. Ces projets font appel à la fabulation spéculative et évoquent des contextes dans lesquels se déploient des dispositifs fictifs. L'incalculable corps glitch propose une réflexion qui ouvre un dialogue interespèces afin de réfléchir au système dans lequel nous vivons et ses futurs possibles. Bonjour, je m'appelle Daria Elas et je suis une éducatrice spécialisée en art actuel et contemporain et je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Ève Levasseur pour son exposition L'incalculable corps glitch. Donc, merci d'être avec nous, Marie-Ève. Merci. Avant de parler un peu de l'exposition, je pense qu'on pourrait parler peut-être un peu de ton parcours. Donc, tu viens de Trois-Rivières. Tu as passé 14 années en Allemagne. Tu as été exposée à Paris, Hong Kong, Londres. Que cela. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et aussi de ta démarche? Oui, avec plaisir. J'ai étudié à Montréal entre près 2003 et 2008. Et j'ai fait mon bac en arts visuels et médiatiques, un peu d'histoire de l'art avant ça. Et vers la fin de mon bac, je me suis un peu intéressée à l'Allemagne parce que ça avait l'air assez facile à Berlin d'avoir un espace de diffusion un peu alternatif. Et puis, je me demandais comment ils faisaient là-bas. Comme nous, on avait restarté l'art passe à l'Est pour exposer les étudiantes et les étudiants en arts visuels en dehors des murs de l'UQAM. Et on trouvait ça difficile de le faire vivre, de le faire survivre. Fait que j'ai été curieuse d'aller voir là-bas. Donc, j'ai pris quelques cours d'allemand, puis je me suis rendue à Berlin. Je me suis sentie pas mal chez moi. Fait que j'ai décidé de finir mon bac et d'y retourner. Et bien, au retour, j'étais pas à l'école là-bas encore. Je veux pas, la langue, c'est quand même un processus d'apprentissage. Mais finalement, quelques années plus tard, j'ai pu commencer ma maîtrise à Leipzig en art médiatique. Donc, j'avais assez appris l'allemand pour être capable de m'en sortir. Et puis, je suis restée un peu plus longtemps que prévu. Finalement, je ne pensais jamais faire ma maîtrise dans une autre langue à ce point-là. Compliqué, mais c'est ce qui est arrivé. Est-ce que tu as l'impression que d'avoir fait autant d'années à l'étranger, ça a affecté ta pratique? Oh oui. Définitivement. Justement, dans les premières années, quand mon allemand était peut-être pas assez bon, c'était pas nécessairement facile de communiquer avec les autres et puis c'était difficile d'entrer en contact avec des potentiels amis, d'avoir une vie sociale. Donc, ma vie sociale, elle se passait beaucoup à travers mon écran. Et puis, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup avant aussi. Pendant que j'étais dans mon bac en art, la communication à travers l'écran, ça devenait vraiment quelque chose comme une thématique très, très récurrente dans mon travail. Et puis, ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Mais d'être là-bas et puis d'être loin de ma famille, mes amis, et d'avoir cette difficulté-là à me faire des amis sur place, ça m'a un peu forcée à avoir ma vie sociale, finalement, à travers des vidéoconférences, à travers mon écran d'ordinateur. Et puis ben, ça m'a vraiment, je pense, a vraiment nourri la manière avec laquelle j'ai continué à approcher cette thématique-là. Qu'est-ce qu'on peut communiquer à travers l'écran, mais qu'est-ce que l'écran ne permet pas encore de transmettre.
Oui, mais parlons-en de qu'est-ce que ça permet de transmettre. Donc, l'exposition Incalculable corps glitch, c'est ta première exposition solo que tu as faite à Sherbrooke, c'est la deuxième itération à Plein-Sud. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'exposition? Oui, avec plaisir. Donc, ici, pour cette itération-là, on a quatre installations à Sherbrooke. Il y en avait 5, mais comme le lieu était beaucoup plus grand, on pouvait se le permettre. Ici, on a décidé de réduire un peu par la force des choses. Mais ce sont 4 installations qui ont été faites durant les 4 dernières années. Donc, une œuvre de 2019 qui s'appelle Swiping Compressed Filtered Love. Et enfin, Permettre l'incontrôlable, qui se concentre beaucoup sur les applications de rencontres en ligne. Et c'est une œuvre où je propose finalement une extension fictive pour optimiser les rencontres en ligne. Donc, par le biais d'un ajout que de nos jours, l'écran ne permet pas de transmettre, mais de transmission d'hormones et d'odeurs. Et donc, c'est un peu, c'est la deuxième œuvre que je faisais qui se base beaucoup sur une méthode sur la science-fiction féministe, en fait, qui nourrit beaucoup mon travail depuis au moins 2015-2016. Donc, il y a cette installation-là, 2019. En 2020, on était toutes et tous aux prises avec une pandémie qu'on connaît encore aujourd'hui. Et il n'y avait pas beaucoup d'expositions possibles. J'ai un collègue artiste à Leipzig qui m'a proposé, à moi et à d'autres artistes, de faire une exposition dans son salon. Donc, c'était une exposition privée. Ce n'était pas une exposition qui invitait des visiteurs et des visiteuses à venir voir, mais plutôt qui lui appartenait pour une semaine. Donc, il côtoyait l'œuvre pendant une semaine et il y avait un compte-rendu finalement sur Instagram et dans une publication par la suite pour raconter ce qui s'est passé, son rapport aux œuvres aussi dans son espace privé. Et moi, ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'est d'être avec Calling Upon the Digital Touch, c'est de parler de la tactilité, du toucher, du contact avec l'autre, mais de manière un peu fantomatique. Donc, j'ai ajouté, de par la réalité augmentée, des mains fantomatiques qui caressent les surfaces. Et ça, c'est à voir derrière nous ici. Ensuite, 2021-22, j'ai développé 2 œuvres relativement en parallèle. Une est en réalité virtuelle et je l'ai développée dans le cadre d'une résidence à Sporobol, à Sherbrooke. Et c'est une œuvre à travers laquelle on reçoit un corps. Dans la VR, on n'a souvent pas de corps, en fait. On regarde en dessous, puis il n'y a rien. Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est donner un corps à l'utilisatrice ou à l'utilisateur. Et ce corps-là est en constante métamorphose. Et selon où on se positionne dans l'espace, le corps change. Et on devient, c'est finalement plein de multiples devenirs qui nous arrivent et qui sont toujours en relation avec l'environnement. Et donc, la dernière œuvre, c'est des vidéos de unboxing. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vidéos qu'on voit surtout sur YouTube, parfois sur Instagram aussi, où des gens déballent des produits. La plupart du temps, ils reçoivent une commandite de ce produit-là et puis ils le déballent devant la caméra. Donc, ils nous montrent la manière que c'est emballé, puis qu'est-ce que ça fait. Ils peuvent nous montrer comment ça fonctionne, etc. Mais dans le cas de mes vidéos, c'est évidemment très spéculatif. Ce sont des petits objets qui sont des extensions pour le corps ou pour les appareils technologiques et qui sont déballés. D'ailleurs, j'ai peut-être une toute petite anecdote reliée à ça. YouTube a supprimé mon canal, ma chaîne de unboxing juste avant que l'exposition ouvre à Sherbrooke parce que le contenu est mensonger, semble-t-il. Et donc, c'était supposé
c'était supposé être clair, je pensais que c'était de l'art, mais finalement, je pense que les algorithmes ont encore la difficulté. Ils n'ont pas capté. Ils n'ont pas capté l'essence du projet, donc j'ai dû entrer en contact avec YouTube pour... oui, et donc on peut voir les vidéos dans l'exposition. Elles sont quand même présentées dans leur environnement naturel, donc dans l'interface de YouTube, ce que j'avais voulu faire aussi à Sherbrooke, mais que j'ai pas pu parce que elles n'étaient plus présentées sur YouTube. Donc, j'ai l'impression qu'avec cette exposition-là, on voit vraiment à quel point ta démarche est multidisciplinaire avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les vidéos, la céramie également, mais justement une œuvre olfactive. Si tu pourrais parler un peu de qu'est-ce que ça sent, puis un peu l'histoire derrière. Oui, avec plaisir. Bien, juste une petite parenthèse, cette multidisciplinarité-là, je m'en sors jamais, on dirait. J'ai de la difficulté à rester juste sur un médium. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'apprendre aussi. Donc, parce que je travaille toujours avec quelque chose de nouveau, bien, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Puis, je ne suis pas spécialiste en rien, mais j'ai pas... Et je me débrouille avec un peu de tout, exactement. Dans Swiping Compressed Filtered Love, oui, j'ai collaboré avec une chercheuse en fragrance que je suis allée voir dans son laboratoire parce que j'ai fait une demande et puis on a accepté, ils ont trouvé mon projet intéressant. Et donc, je suis allée lui demander de me produire des odeurs qui rappellent le corps humain. Donc, parce que dans cette œuvre-là, l'idée, c'est d'optimiser le contact en ligne pour les applications comme Tinder, etc., toutes les applications de rencontres en ligne, et d'ajouter un élément olfactif, mais aussi des messages chimiques que les corps s'envoient sans même vraiment les contrôler, parce qu'évidemment, c'est pas comme le texte ou l'image qu'on utilise dans nos réseaux sociaux ou sur les profils de online dating. On a le choix de telle ou telle image. C'est ça, on choisit comment on se représente et puis la description, on peut l'éditer, on peut la changer, surtout si on écrit. Souvent en premier, donc le premier contact n'est pas très spontané. On peut... Ah non, je ne vais pas écrire ça, je vais écrire ça, puis je vais attendre avant de l'envoyer. Il y a toute une question de timing, puis de tension. C'est ça. Et puis, on a beaucoup de contrôle dans tout ça, énormément de contrôle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement les moments où est-ce qu'on n'a pas le contrôle et où est-ce que ça peut devenir extrêmement charmant, où est-ce que c'est très organique aussi. Justement, cette attirance-là qu'on a pour l'autre corps parce qu'il bouge d'une telle manière, parce qu'il sent d'une telle manière, parce qu'il y a des hormones dans l'air, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que en personne, donc pas à travers un écran, aujourd'hui, il y a quand même certains avantages, mais aussi des désavantages. On s'entend que c'est d'accepter aussi cette perte de contrôle-là qui est difficile. Mais moi, j'aime bien la proposer parce que je trouve ça charmant. Donc, voilà. Donc, les odeurs que la chercheuse a développées sont en lien avec la peau, avec le corps, mais un corps qui est peut-être un peu sué, qui est un peu en stress, surtout le stress d'une première rencontre. C'est souvent c'est quelque chose. Mais quand même pas trop désagréable. Donc, c'est un cocktail d'odeurs agréables et désagréables en même temps, qui peut apparaître un peu synthétique pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est exactement l'odeur de leur partenaire lorsqu'il ou elle revient de faire du sport. C'est fascinant, en fait. Oui, j'imagine que les humains ont comme leur propre odeur également. Ah, ben oui. Et la perception qu'on en a diffère énormément d'une personne à l'autre. Puis pour aller vers l'autre œuvre, Call Glitch, donc c'est ton œuvre de réalité virtuelle, mais le Call Glitch est aussi présent dans ton titre d'exposition. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi le fameux Call Glitch? Oui, avec plaisir. Je pense que je me suis beaucoup laissée inspirer par le Glitch Feminism Manifesto de Legacy Russell. Le corps glitch ici, je le comprends, mais en fait, un glitch, on connaît depuis longtemps, c'est quelque chose qui est considéré comme une erreur, comme un problème dans un programme, dans une image, dans un texte, qui est souvent dû à la technologie, disons, ou soit au software ou au hardware, là, tu sais.
Mais pour moi, le corps glitch, c'est surtout, justement, c'est l'erreur, mais c'est surtout ce qui sort de la normale, ce qui sort du cadre. Et je considère, en fait, que toutes et tous, nous avons des corps qui glitchent un peu. On n'est pas tous faits sur le même moule. On a une multitude de devenirs potentiels qui nous attendent là, tout au long de notre vie. Et donc, pour moi, le glitch, c'est quelque chose de magique, de magnifique. Et que j'aime valoriser finalement, l'erreur, mais comme source comme une richesse finalement, parce qu'on peut apprendre beaucoup de ces glitches-là, de ces erreurs-là, de ces différences-là. Célébrer la différence. Ah oui, oui, totalement la différence, mais pas de manière hiérarchique comme moi je suis mieux que toi, on n'est pas pareil, mais plutôt comme wow, c'est intéressant comment toi tu vois les choses ou comment toi tu as vécu avant, ou il y a tellement de choses qui nous construisent. Et puis c'est un peu aussi ces relations inter-espèces que j'essaie de mettre de l'avant à travers cette œuvre-là qui parle beaucoup de métamorphose, donc de devenir, qui parle beaucoup de l'environnement dans lequel... L'écosystème également. Exactement. Et puis de notre mutuelle dépendance avec ces écosystèmes-là, avec le monde dans lequel on vit. Donc, c'est une invitation à une horizontalité plutôt qu'à une hiérarchisation des devenirs. Super, mais c'est vraiment intéressant. Puis, je voudrais juste inviter tout le monde à faire l'expérience, que là, on a allumé toutes les lumières, mais d'habitude, toute la salle est mauve. Vous pouvez vraiment venir sentir les œuvres, faire la réalité virtuelle, faire la réalité augmentée, regarder toutes les vidéos d'unboxing. Donc, un gros merci, Marie-Ève. C'est vraiment un honneur pour nous d'avoir l'exposition. Mais ça fait plaisir.